Vous écoutez Maison radieuse premières années, une enquête sur la piste de photographies oubliées puis redécouvertes qui nous parlent et nous font parler d'archives, d'enfance et d'une œuvre de l'architecte Le Corbusier. Un podcast de l'ECPAD, pensé et réalisé par Margot Blondel. Épisode 3, au cœur des images. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert les négatifs du reportage de Pierre Allard et Jean Suquet dans les réserves du Musée national de l'éducation à Rouen. Puis nous avons filé à Rezé, en Loire-Atlantique, pour écouter Florian Riffet, médiateur culturel et spécialiste de la Maison radieuse. Depuis notre rencontre, il a montré les photos à Martine, une habitante de longue date. Elle s'est reconnue sur l'une d'elles. On y voit deux jeunes qui lisent paisiblement, allongés à plat ventre sur la pelouse. Derrière l'étendue de verdure, la maison radieuse apparaît imposante, mais pas menaçante. Sur les autres photos, Martine a aussi reconnu sa sœur, sa mère et l'appartement qu'elles habitaient à l'époque. Martine est très active dans la vie de l'association des habitantes et des habitants de la maison radieuse. Elle est en train de contacter ses anciens voisins, celles et ceux qui, comme elle, étaient enfants dans les années 60. Nous souhaitons les inviter à visionner les photographies du reportage et enregistrer leurs témoignages. Organiser, en somme, une grande collecte de souvenirs. Pour l'occasion, les tirages conservés à l'ECPAD et les négatifs prêtés par le MUNAE sont en train d'être numérisés par nos collègues de la cellule photo. Marie et Yann nous invitent dans les coulisses de leur métier et l'on se pose des questions sur les enjeux de conservation et d'accessibilité des collections. Je m'appelle Marie-Femme Van, je suis la référente de la cellule technique photo. On est 4 personnes. Et on est en charge de la conservation, de la restauration et de la sauvegarde des images de l'ECPAD. Vous avez numérisé les tirages, recto et verso, mais aussi les négatifs. Pourquoi ? La photographie, elle a toujours un original qui est ce qu'on appelle communément négatif. Et après, derrière, vous en faites ce que vous voulez. Un tirage, une bâche, vraiment ce que vous voulez, ou même un format numérique. Ça, c'est les différents exemplaires. Un tirage, vous avez très souvent beaucoup de poussière dans les tirages. Là, la documentation française est beaucoup d'images en papier glace, donc des tirages très brillants. Donc c'est la foire aux rayures, plein de micro-rayures, plein de petites poussières. En plus, c'est des images en noir et blanc, donc souvent très contraste. Le tirage, c'est un humain qui le fait. Donc il va le tirer avec les contrastes qu'il a envie, les mœurs de l'époque aussi. Parce que si vous regardez la différence entre les différentes générations de tirages, c'est valable pour toutes les images, au fur et à mesure des époques, l'identité visuelle change. Et donc vous allez avoir, je sais pas, je vous dis des bêtises, les années 90, les images sont très plates. Les années 2000, les images sont très très contrastées, des noirs très noirs, des blancs très blancs. Quand on repart de l'original, vous avez l'original, ni plus ni moins, ce qui a été fait à l'instant T avec l'appareil photo du photographe. Donc nous, derrière, on va vraiment numériser de manière très neutre. On n'est pas là pour faire du joli beau, on est vraiment un service d'archives. Donc on remet en version numérique ce que nous avons en version physique. On ne touchera aucune courbe, on ne touchera aucun contraste, aucune saturation, rien. L'idée, c'est vraiment d'avoir en numérique l'objet physique. Nous, on choisit toujours de conserver un maximum de données. On n'abîme pas le support parce que c'est la porte ouverte à des moisissures qui vont rentrer dans le papier et différentes choses, donc différentes dégradations. Une fois qu'elle est numérisée, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'elle est numérisée, je fais ce qu'on appelle du coup la post-production. Concrètement, je fais mon recadrage au plus proche de l'image. Je vérifie qu'elle soit bien exposée. Là, en l'occurrence, c'est parfait. Je vérifie son hommage. Et elle est prête pour partir dans les bases de données, et en l'occurrence, partir à la maison radieuse. Puis, nous passons dans le bureau d'à côté pour voir Yann Prieux, qui s'est chargé, lui, de numériser les négatifs. Tu as des délais très serrés pour réaliser ces numérisations. Est-ce que tu as quand même le temps donc, de te plonger dans les images, de les regarder, d'avoir un avis peut-être ? Bien sûr, carrément même. C'est petit plus du boulot en fait, c'est qu'on numérise les images mais on les regarde en même temps. Tenez, on va prendre ce dossier-ci par exemple. Donc là, je fais apparaître l'image
sur le logiciel. Donc là, par exemple, on a le port de Nantes avec la tour dans le fond et on constate sur le port, par exemple, le travail des ouvriers, la présence des wagons SNCF d'après-guerre, d'autres beaucoup plus vieux. Donc on voit qu'effectivement, on est bien dans les années 60 parce qu'il y a les nouveaux matériels et les anciens matériels eux-mêmes qui sont l'un à côté de l'autre, des types PO ou RO. Alors ça, il faudrait un spécialiste en wagon SNCF pour se rendre compte. L'affichage patine un peu, je suis désolé. Là, pour moi, ce sont pas mes contemporains, parce que ce sont plutôt contemporains de l'époque de mes parents. Mais effectivement, je retrouve pas mal de choses dans les images que j'ai connues quand j'étais gosse. Donc, on a des petites accointances, des petits plaisirs à revoir des images d'époque. Pour les enfants, on retombe sur des scènes de vie, là, beaucoup plus, on va dire, prises sur le vif. Là, il n'y a pas du tout de posé, les enfants bougent partout, donc effectivement, parfois, ils sont un peu flous sur l'image. On voit certains enfants qui ont des gros chagrins, où la maîtresse essaie je pense, de les rassurer. Peut-être qu'ils sont aussi impressionnés par la présence des photographes, parce qu'effectivement, dans leur petit univers à eux, on a des étrangers qui arrivent et qui sont ces gens avec ces drôles de choses dans les mains. Comme nous, Yann a plongé dans les photographies au point d'entrer en empathie avec les protagonistes. Son travail de numérisation nous permet de zoomer dans l'image. La contemplation esthétique fait place à une immersion presque intime dans la vie quotidienne de l'époque. Nous arpentons les paysages, décryptons les regards et déchiffrons patiemment chaque panneau et chaque étiquette. Par exemple, une dizaine de photographies représentent le kiosque à journaux qui partage dans le hall un grand comptoir de béton avec la poste. 3 hommes en costume sombre sont dos à nous, face à Madame Blais, la marchande de journaux. Elle regarde l'objectif. Sur le bord droit de l'image, il y a une femme dont le profil révèle une grossesse bien avancée. Le comptoir déborde. Journaux, revues de mode, illustrés. En bas à gauche, il y a un distributeur de bonbons et juste à côté, le magazine hebdomadaire Noir et Blanc qui affiche en une le Shah d'Iran, son épouse Faradiba et leur fils. Le titre racoleur annonce « Faradiba terriblement changée. Paris ne reconnaîtra pas l'étudiante insouciante de 1959. Nos photos exclusives. » Cette couverture me semble être une bonne piste, alors je la cherche sur Internet et rapidement, je trouve un exemplaire jauni à vendre pour quelques euros. On m'indique qu'il s'agit du numéro 866, paru le 6 octobre 1961. Enfin, le mystère qui planait autour de la date des photographies s'éclaircit. À en croire ce magazine, les photographes se sont déplacés à Rezé entre le vendredi 6 et le jeudi 12 octobre 1961, date après laquelle un nouveau numéro de Noir et Blanc paraît, consacré cette fois à la princesse Margaret. Pour préparer la collecte de témoignages des anciens habitants, il est temps d'en apprendre plus sur le contexte social du reportage. Daniel et moi avons rendez-vous avec Muriel Cohen, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université du Mans. Ses travaux portent notamment sur l'histoire des migrations et sur l'histoire du logement populaire. Muriel fait d'ailleurs partie de l'AMULOP, l'association pour un musée du logement populaire. Nous l'avons invitée à participer à une table ronde autour du reportage à l'occasion du festival des Rendez-vous de l'Histoire. Nous l'interrogeons d'abord sur notre démarche. À ton avis, en quoi ces actions de collecte, puis à terme de valorisation, elles sont importantes pour l'histoire du logement populaire ? Les collectes de paroles d'habitants sont, à ma connaissance, très très peu nombreuses en fait. On a très peu permis aux habitants des logements collectifs, qu'il s'agisse de logements sociaux, de copropriété, de prendre la parole sur leur rôle d'habitant.
Donc effectivement, quand il y a eu une vogue de l'histoire orale, on s'est intéressé à la question du travail des ouvriers. Et là, il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées. Mais finalement, les classes populaires en tant qu'habitantes, ou même les classes moyennes à ma connaissance, on leur a pas beaucoup donné la parole. Il y a eu des enquêtes, il y a des choses qui sont conservées, notamment aux archives nationales, mais voilà, à l'échelle de ce que ça représente, puisque quand même l'intérêt du logement, c'est que c'est l'endroit où on trouve tout le monde, les femmes et les hommes, les enfants, les adultes, les personnes âgées. Donc c'est vraiment l'endroit où on peut toucher toute la population et on en a très peu. Donc évidemment, c'est passionnant d'aller faire des enquêtes aujourd'hui, des collectes de témoignages d'habitants. Alors évidemment, ils ont des regards très différents selon qu'ils habitent toujours sur place ou qu'ils y habitent plus. Quand on habite toujours sur place, évidemment, on est contraint par tout un ensemble d'obligations vis-à-vis de ses voisins. Et puis il y a eu des formes évidemment de reconstruction très importantes. Mais ça, c'est pas grave en fait. Le travail de l'historien, ça sera aussi un jour de comprendre ces couches de mémoire et de comprendre pourquoi les gens se racontent de la manière dont ils se racontent. Mais je trouve effectivement que c'est une démarche qui est vraiment extrêmement riche et extrêmement importante. Quel est l'état du logement en France en 1961 ? Au sortir de la guerre, en 1946, il y avait 12,5 millions de logements en France. Donc déjà, c'est largement insuffisant. On a calculé qu'il en manquait à peu près 4 millions par rapport à la population. Mais par ailleurs, sur ces 12 millions de logements, il y en a 2 millions qui sont sinistrés et 1 million qui sont des logements provisoires. C'est-à-dire des logements qui sont dans des cités de transit, ce qu'on appelle plutôt des cités d'urgence, des baraquements qui ont servi pendant la guerre pour les soldats, etc. Donc c'est pas du tout des conditions suffisantes. Et pendant l'hiver 54, il y a des gens qui meurent de froid. Littéralement qui meurent de froid. Parmi les gens qui sont les plus touchés, en réalité, il y a notamment beaucoup d'Algériens qui commencent à en venir en métropole à ce moment-là, parce qu'il y a eu une libéralisation des conditions d'accès à la métropole. Et eux, c'est vraiment les mal logés des mal logés. Donc plusieurs meurent de froid pendant cet hiver. La question du logement est devenue véritablement une question de vie ou de mort, quoi. Mais il faut savoir qu'au lendemain de la guerre, au moment de la reconstruction, le gouvernement a choisi de mettre l'accent d'abord sur la reconstruction de l'industrie. Et la question du logement a un peu été mise de côté. Les gens vivent dans des logements où il y a l'eau courante, mais en fait, parfois, elle est encore sur le palier. Les toilettes sont aussi souvent sur le palier ou dans la cour. Le chauffage se fait au charbon, donc c'est souvent très dangereux. Il y a des risques d'intoxication au monoxyde de carbone, sans parler juste de la taille des logements et de leur humidité qui fait qu'il y a encore une épidémie de tuberculose qui est encore très présente dans les années 50-60. Voilà. Donc en 1961, on n'est pas sorti de cette crise du logement. Quand on regarde ces photographies, c'est ça qui est vraiment très riche, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs temporalités. Donc il y a la temporalité de cet objet maison radieuse, à quoi ça correspond au moment de sa construction qui date de 1955. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est très innovant pour l'époque. Ça reste en 1961, au moment du reportage, très innovant. Et donc, il y a cette deuxième temporalité de ce que prennent les photographes, des photographies qui sont faites en 1961. Au lieu d'avoir photographié juste le bâtiment, ce qui s'est beaucoup fait à ce moment-là, parce qu'il y avait la volonté de célébrer ces grands ensembles qui étaient vraiment considérés comme des symboles de modernité qui allaient justement résoudre la crise du logement. Mais là, on a un reportage où on est vraiment à hauteur d'habitants et ça s'explique par différentes raisons.
à l'Arrêt Suquet travaillent pour la photothèque de l'enfance et de l'adolescence et sont habitués à photographier des gens, et en particulier des enfants, et qui, donc, sans doute par intérêt, par goût, par compétences techniques aussi, vont beaucoup photographier les jeunes dans la maison radieuse. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que ce reportage photographique, c'est une enquête sociologique, du coup, en quelque sorte ? Oui, dans une certaine mesure, effectivement, ils ont clairement fait un effort important pour donner à voir l'ensemble des habitants et de les photographier dans leurs rôles sociaux. Mais il n'y a pas non plus eu un souci de prendre des notes, de documenter de près leur reportage, ce qui n'était pas très courant en réalité. Mais aujourd'hui, on se pose plus ces questions-là, quoi. Évidemment qu'on voit des choses, ils nous donnent des indices. On a l'ouvrier qui rentre avec la casquette et l'humanité à la main. Bon, ça nous donne un indice sur une partie du peuplement. On a les photographies qui sont réalisées dans l'espace presse en bas où on vend les journaux. On voit qu'il y a une grande diversité de journaux qui indiquent une diversité d'opinions politiques parmi les habitants. On voit les différents moments de la journée. Et oui, c'est vrai qu'il y a une dimension sociologique. On voit les moments où il n'y a plus que les femmes qui sont là en train de faire la queue à la poste, en plus avec des âges différents. Il y a le moment des repas, donc où les hommes rentrent du travail. Et puis il y a les jeunes. Alors, on pourra peut-être reparler de cette photographie que j'adore des trois. Alors, il y a 4 jeunes, on aperçoit 4 jeunes, mais surtout 2 au premier plan en train de fumer. Donc c'est un peu les mauvais garçons de la maison radieuse. Mais je pense qu'il y a un jeu là des photographes. En tout cas, il y a un souci de montrer la diversité des générations, des occupations, des professions aussi, parce qu'effectivement on voit aussi des habitants, des hommes qui sont plus, on sent que c'est plutôt des employés, voire des cadres qui sont avec un veston, une chemise blanche, donc on voit cette diversité. Par contre, il y a eu un vrai travail sociologique qui a été mené par un des plus grands sociologues urbains de l'époque, c'est Paul-Henri Chambard-Delot, qui en 1960, donc un an avant le reportage, consacre avec son équipe toute une recherche sur 5 habitations à l'échelle nationale, parmi lesquelles la maison radieuse. Effectivement, nous avons déjà croisé la trace de Paul-Henri Chambard-Delot lors de notre visite aux archives municipales de Rezé. En 1959, le sociologue envoie une lettre à la maison familiale, le bailleur social de la maison radieuse, pour demander si lui et 5 de ses collègues pourraient y être reçus durant une semaine afin de, je cite, « mener une série d'études complémentaires auprès des habitants ». Dans l'équipe, il y a Pierre Labat et son nom ne m'est pas inconnu. Il y a quelques jours, je me suis mise en tête de retrouver la trace des photographes. Je cherche alors où leurs photos de la maison radieuse ont pu être publiées. Je me rends par exemple à la bibliothèque de l'École de médecine de Paris pour consulter des revues dont le titre et le numéro figurent au dos de quelques tirages. Malheureusement, les résultats sont maigres et les rares photos reproduites sont toujours utilisées dans un but purement illustratif. En revanche, la mention 15 jours en France apparaît une bonne trentaine de fois sur les tirages. Je constate qu'un ouvrage portant ce titre a été publié en 1965 par la Documentation française. Des exemplaires en divers états sont à la vente sur les sites d'occasion, mais je n'ai pas beaucoup plus d'informations sur le contenu du livre. Alors, je le commande. En attendant, je consulte une archive filmique conservée à l'ECPAD que Daniel vient de m'envoyer. On y entend comment, en 1967, le magazine des armées considère l'architecture moderne. Univers d'acier, de béton, de vitres, où l'homme semble écrasé par la matière. Univers géométrique, façade infinie, labyrinthe des temps modernes. C'est le tourbillon d'une vie nouvelle, c'est la création d'un univers artificiel que nous devons accepter. Ce sont là les premières empreintes
une architecture toujours mieux adaptée aux besoins de notre civilisation. Quelques jours plus tard, une enveloppe bulle arrive sur mon bureau. C'est un beau livre, un volumineux format carré à la couverture tissée, couleur vert bouteille et typo vintage. À la page 5, la note des éditeurs dit ceci. Il est bien difficile de donner une vue générale de la vie française d'aujourd'hui. Pour mener à bien une telle entreprise, nous avons imaginé une sorte de Tour de France en 15 journées, passant par des villes ou des villages aussi divers que possible. En chacun de ces endroits, nous avons confié à une équipe formée d'un auteur, connaissant particulièrement bien l'étape envisagée, et d'un photographe, le soin de montrer, à travers une famille, une communauté ou une ville entière, la vie quotidienne de Français, choisis parmi les catégories sociales et professionnelles les plus représentatives. Chacun des 15 chapitres du livre est consacré à une ville. Marseille, Le Havre, Lille et Nantes. Dans ce dernier, il n'y est question que de la vie à la Maison Radieuse. Les photographies sont de Pierre Allard et Jean Suquet, tandis que le texte est signé par Pierre Labat, le sociologue de l'équipe du CNRS dirigé par Paul-Henri Chombardelot. Son article promeut l'utopie moderne du projet Maison Radieuse, un habitat collectif, confortable et fonctionnel, pensé pour l'épanouissement des familles et notamment des enfants. Nous voici donc à la source de la commande de la documentation française, cette institution qui a pour but de produire des documents d'information sur la vie des Français. Cette publication, c'est la raison d'être de ce reportage. D'ailleurs, après 1965, ces photos ont l'air de tomber dans l'oubli le plus total. Quant aux photographes, difficile d'en savoir plus à leur sujet. Franck Renoux, du Munae, nous a promis de dépouiller les cartons d'archives liés à la photothèque de l'enfance et de l'adolescence, où Pierre Allard et Jean Suquet étaient salariés. Nous espérons qu'il y trouvera des documents éclairants. L'enquête continue au prochain épisode. C'était Maison Radieuse Premières Années, épisode 3, Au cœur des images, un podcast de l'ECPAD pensé et réalisé par Margot Blondel, avec Daniel Coutelier, Marie Famvan, Yann Prieux et Muriel Cohen. Lecture Maxime Grand-Georges. Prise de son Clément Josse. Montage Stéphane Labède. Coordination de production Perrine Archambault et Alexia de Montsabert. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour découvrir les prochaines créations sonores de l'ECPAD.